Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Good Evening Belgique. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple, comme le nom du podcast, ou par mail tranchedecouple@gmail.com. À très vite. Enfin, un mot, un seul, Partagez. sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. On commence directement par la rubrique Actu et aujourd'hui, Guillaume, tu vas nous parler du réchauffement des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que c'est une vraie réalité ? Eh bien écoute, c'est quelque chose qui en tout cas est devenu une forme de réalité après 6 ans de drama liés au Brexit. On vous en a suffisamment parlé dans ce podcast, 6 ans un peu chaotiques pour les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, des gros écueils comme, on y reviendra, le protocole sur l'Irlande du Nord, 3 premiers ministres, le passage d'une première ministre express évidemment avec Liz Truss qui dans une de ses premières question qui lui avait été posée, est-ce que la France est un allié ou un ennemi, n'avait pas su répondre à ce moment-là pour dire quel était le statut de la France selon elle. Les Anglais se sont choisis, enfin on va dire plutôt les Tories, le parti conservateur, ont choisi un nouveau Premier ministre au mois d'octobre en la personne de Rishi Sunak, qui était un fervent défenseur du Brexit, mais qui a commencé à envoyer des signaux plutôt positif, en tout cas qui semble aller dans le bon sens pour remettre en place une relation constructive avec Bruxelles et Paris. Il faut savoir que le Royaume-Uni, sans le tunnel sous la Manche, sans la France, sans les relations avec l'Union européenne, finalement, c'est une île un peu isolée. Et la volonté de Liz Truss de faire du Royaume-Uni une sorte de, comme l'a dit la BBC, un Singapore on Thames, un Singapour sur la Tamise, n'a pas beaucoup convaincu les banques et les membres les milieux d'affaires, en tout cas, à Londres. Alors, l'Union européenne reste le premier partenaire économique du Royaume-Uni. Il faut imaginer donc qu'on peut difficilement rester en froid pendant des années sans que ça ait un impact. On voit déjà aujourd'hui que le Royaume-Uni est entré en récession. C'est l'un des seuls pays dans la zone Europe, je ne parle pas de l'Union européenne, mais la zone Europe qui soit entrée en récession à cause notamment de la guerre en Ukraine et de ses conséquences sur un certain nombre de coûts, notamment les coûts de l'énergie. Ce changement de paradigme que le nouveau Premier ministre Rishi Sunak semble vouloir mettre en place viendrait donc du fait que il s'est aussi rendu compte que le Royaume-Uni ne peut pas agir seul face à la Russie. On a vu que le Royaume-Uni prendre une position de leader dans un certain nombre d'envois, notamment d'armes, vis-à-vis de l'Ukraine. Depuis le début, Boris Johnson a été un des premiers hommes politiques à visiter Kiev après le début de la guerre. Il l'a fait 2 fois d'ailleurs pendant son mandat. Et le Royaume-Uni était un des premiers pays à s'engager à envoyer des armes, notamment des armes lourdes, en Ukraine. Aujourd'hui, on se rend compte que l'Union européenne est divisée. La réunion de Ramstein, pas plus tard qu'hier, avant-hier, le 20 janvier, d'un certain nombre de chefs d'État de pays de l'OTAN, a montré une Europe effectivement partiellement désunis, en tout cas, puisque l'ensemble des pays présents, sauf 2, l'Allemagne et la Hongrie, ont été en faveur d'envoyer des armes lourdes, notamment les fameux tanks Léopard 2, en Ukraine. Donc voilà, la place du Royaume-Uni aujourd'hui reste celle d'un partenaire important de l'Union européenne, mais les sujets sensibles restent à régler, notamment la question de la frontière avec l'Irlande du Nord. Alors là-dessus, il y a quelques temps, pas plus tard qu'il y a quelques jours, en fait, il y a eu un premier accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le partage de données au sujet du commerce qui a lieu entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Donc pour rappel, la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord est un sujet extrêmement sensible. Il y a eu la guerre là-bas, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une trentaine d'années en arrière, sur la séparation entre les deux pays. C'est toujours une question sensible pour le Royaume-Uni comme pour l'Union européenne.
Alors, est-ce que ce premier accord pourrait, disons, ouvrir la route à un accord plus large sur le transport? On peut l'espérer, puisque même s'il y a encore des désaccords sur un certain nombre de points, ce premier accord sur le libre-échange entre l'Irlande et l'Irlande du Nord permet de faire un premier pas. Pour rappel, donc, l'Irlande du Nord, aujourd'hui, les contrôles, il est question ici des contrôles sur les biens et les services qui sont échangés entre l'Union européenne et le Royaume-Uni via l'Irlande du Nord. Aujourd'hui, les contrôles n'ont pas lieu à la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, justement parce que cette frontière est une question assez sensible, mais bien au départ des marchandises de l'Irlande du Nord vers le Royaume-Uni. Alors, on parle notamment de produits comme par exemple la nourriture. On sait que c'est une question qui est sensible puisque l'Union européenne a mis en place un très grand nombre de règles vis-à-vis de la nourriture et que le Royaume-Uni essaye depuis le Brexit de s'en affranchir de plus en plus, mais s'est rendu compte qu'on arrive à un moment donné où si on s'affranchit trop de ces règles, on ne peut plus mettre en place, on ne peut plus importer ces biens, y compris vers l'Irlande du Nord, puisque le contrôle a lieu en mer, dans la mer, entre l'Irlande du Nord et l'île du Royaume-Uni. Entre autres signaux positifs pour donc un réchauffement des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, au-delà de la question de l'Irlande du Nord, c'est un certain nombre de politiques. Par exemple, le ministre d'Irlande du Nord, Steve Baker, qui était un des plus pro-Brexit à une époque, qui lui-même a reconnu que il aurait du mal à mettre en place les règles du Brexit telles qu'elles étaient souhaitées, en tout cas du temps de Boris Johnson et Liz Truss, puisque la frontière avec l'Irlande du Nord pose problème. Et puis, Rishi Sunak lui-même serait en train d'envisager de ne plus mettre en place une nouvelle loi pour, notamment, comme je le disais, s'affranchir d'un certain nombre de règles vis-à-vis de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que ces règles ont montré qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir exporter vers l'Union européenne. Donc voilà, on se rend compte aujourd'hui que le Royaume-Uni a besoin de l'Union européenne, l'Union européenne a besoin du Royaume-Uni. On est un peu au milieu du gué, mais il y a quand même des éléments positifs qui, on peut l'espérer, mèneront vers une conciliation entre Bruxelles et Londres plutôt qu'entre des tensions comme on a pu le connaître au cours des 3 dernières années. Merci beaucoup Guillaume pour ce petit point d'actualité sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ça reste une histoire un peu compliquée. Ça reste une histoire compliquée. On n'est pas encore sorti de l'auberge. De l'auberge, mais voilà, les choses avancent a priori dans le bon sens. Alors Max, tu veux revenir toi sur la Chine ? Et oui, lors d'un précédent épisode, on vous avait parlé des commissariats illégaux de la Chine en Europe, et pas qu'en Europe d'ailleurs. Et aujourd'hui, sur la base d'un article très intéressant publié par Le Monde début janvier, on voudrait vous parler d'une autre spécialité de la Chine à l'étranger, à savoir l'exportation des outils de surveillance de masse. Big Brother is watching you depuis Pékin. Exactement. Alors depuis une quinzaine d'années, les fabricants chinois de caméras et de systèmes de surveillance, y compris de reconnaissance faciale, sont largement dominants par rapport aux autres entreprises au niveau mondial et ils se sont fait une spécialité de proposer leurs équipements aux régimes les plus répressifs. Leur technique de vente est d'ailleurs assez bien rodée. Alors l'article du Monde nous donne l'exemple de l'Ouganda, dirigé d'une main de fer par le président Yoweri Kaguta Museveni depuis 36 ans. En 2014, Huawei, qui est leader mondial des équipements de télécommunications et fabricant d'outils de surveillance, a offert au président ougandais 20 caméras de surveillance équipées de technologies de reconnaissance faciale d'une valeur, toute petite valeur de $750,000 néanmoins. Ah oui. Le président a bien sûr organisé une petite cérémonie pour remercier l'entreprise en présence d'officiels chinois. Rien à voir. Coïncidence. Je ne crois pas. Le cadeau était en fait un échantillon commercial et convaincu, les autorités ougandaises ont rapidement commandé davantage de caméras à Huawei qui fournissait déjà au pays son réseau de télécommunications. Alors aujourd'hui, les caméras Huawei sont présentes dans toutes les villes du pays et dans toutes les rues de la capitale, Kampala. La police a installé des caméras devant la maison de tous les politiciens de l'opposition et de toutes les associations.
Ben voyons. Le responsable des programmes de Unwanted Witness, une association ougandaise qui défend le droit à la vie privée et milite contre la censure Internet, nous dit même qu'il y en a une devant son bureau. Ils savent quand tu sors, quand tu rentres, et du coup, plus difficile de mobiliser la population dans ces conditions. Alors Huawei n'est qu'un des nombreux acteurs chinois du secteur de la vidéosurveillance. Depuis une quinzaine d'années, les entreprises chinoises dominent le marché, comme je le disais en introduction. Hikvision, le numéro 1 mondial, est une filiale de l'entreprise d'État CETC, installée à Hangzhou, une métropole à l'ouest de Shanghai, où siège également le géant de la tech Alibaba. Avec un chiffre d'affaires qui dépasse 10 milliards de dollars en 2021, l'entreprise domine largement le marché. Alors la raison pour laquelle les entreprises chinoises sont tellement avancées sur ces technologies, c'est que leur premier marché, c'est la Chine. En 2019, il a été estimé qu'environ la moitié du milliard de caméras de surveillance installées dans le monde se trouve en Chine. Avec 540 millions de caméras pour 1,46 milliard d'habitants, la Chine compte en moyenne 372 caméras pour 1000 habitants. Ça fait une caméra pour 3 habitants à peu près, c'est ça? Si je calcule bien. Ouais. Donc, probablement plus dans les villes. C'est un ratio qui est exceptionnel si on le compare aux autres villes où il y a le plus de vidéosurveillance. Par millier d'habitants, 62 caméras à Indore en Inde, 18 à Singapour, 17 à Moscou et 13 à Londres. Et le volume des systèmes vendus par les entreprises chinoises fait qu'ils ont des prix complètement imbattables. Et de surcroît, ces systèmes font souvent partie des produits mis en avant par la Chine dans le cadre de ces opérations d'influence. Vous savez, les fameuses nouvelles routes de la soie, nouvelles routes de la soie digitale. Alors c'est utile pour la Chine parce que ces systèmes sont tous reliés aux serveurs en Chine, ce qui finalement lui permet d'opérer un système de surveillance digitale à travers le monde. Oui, ça fait peur. Merci Max, effectivement, ça fait un peu peur. Et puis on rappelle qu'il y a eu toute une histoire en Europe aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé à l'époque, mais notamment sur les relais téléphoniques. Et sur le fait qu'un certain nombre de relais téléphoniques commandés par les pays européens venaient de Huawei, mais qu'il serait peut-être plus judicieux de commander européen, n'est-ce pas, pour éviter une fuite malheureuse, malencontreuse de données involontaires vers les serveurs chinois. Oui, c'était une grande opération d'ailleurs menée par les États-Unis au départ pour dire attention, il est dangereux que notamment les cœurs de réseau, au travers de la 5G, parce que les Chinois sont assez avancés et proposent aussi des prix assez imbattables, que donc les équipements de cœur de réseau de télécommunications soient aux mains de Huawei, parce qu'on sait que les entreprises chinoises sont toutes reliées à l'État chinois, et voilà, il y a quand même des données sensibles qui passent par les réseaux de télécommunications. Et donc les États-Unis ont fait de grosses campagnes de communication envers les pays occidentaux, leurs alliés, pour dire attention, c'est un problème très important. Et donc il y a eu beaucoup de décisions dans le sens de mettre de côté Huawei et les fournisseurs chinois. Pour privilégier les équipements Made in Europe. Voilà, écoutez, un sujet sur lequel on reviendra peut-être à l'aune de l'actualité dans les mois qui viennent. Bon alors, comme on est, Guillaume, le 22 janvier, le jour où on enregistre cet épisode, on s'est dit qu'on allait faire, au lieu d'un point belgitude... Xinian Hao, Max voilà, une petite actualité sur la fête du Tet. Ou alors Chungmung Nam Moi. Voilà, moi je parle pas chinois. Ou en chinois, ou Chungmung Nam Oi. En vietnamien. En vietnamien, c'est ça. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier et c'est le jour du Tet au Vietnam, ou le jour du Nouvel An finalement en Chine. Le Nouvel An lunaire, vous savez, les calendriers notamment des pays d'Asie du Sud-Est avec des cultures bouddhistes, taoïstes et confucianistes est un peu différent puisque leur Nouvel An, effectivement, voilà, c'est là tout de suite maintenant. Et puis, on y reviendra un peu plus tard, mais on a pu expérimenter les préparatifs au Vietnam de la fête du Tet. Alors Max, moi, il y a un truc que j'ai pas très bien compris parce que donc les Chinois, ils fêtent le lapin, c'est ça, et les Vietnamiens, ils fêtent le chat. Ah oui, c'est ça. C'est un peu compliqué, parce que du coup, on peut se poser la question, finalement, est-ce que c'est l'année du chat ou l'année du lapin ? Eh ben oui. Et comme vous savez, donc le calendrier lunaire, le calendrier du zodiaque chinois fait que chaque année, on a un animal fétiche. Max, il est tigre, et moi, je suis
Le dragon. Tu fais bien le dragon. Je fais bien le dragon, merci, c'est gentil. Et selon ce calendrier du zodiaque, donc, chaque année, il y a un animal qui est mis à l'honneur. Alors, en Chine, cette année, c'est donc le lapin d'eau, pour être précis. En Chine et dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est. Mais le Vietnam... Oui, le Vietnam a décidé de faire un peu bande à part et de fêter cette année le chat. Pourquoi le chat ? Alors, il semble que tout simplement, dans la culture, dans les mythes, la mythologie vietnamienne, le chat a couru un peu plus vite que le lapin et a récupéré sa place sur le zodiaque. Une théorie affirme que la prononciation du caractère chinois pour le lapin en vieux chinois ressemble beaucoup au mot vietnamien pour le chat. Voilà, ça c'en est une. Je ne sais pas si c'est la bonne ou pas, mais en tout cas, on souhaite aujourd'hui donc une bonne année à nos amis vietnamiens et chinois. On va s'attarder plus sur le Vietnam puisque c'est de là d'où on vient. Nous, on a pu expérimenter, donc c'est très codifié finalement cette nouvelle année au Vietnam. Les magasins se mettent en branle, mettent en route. Tu veux dire que là, on est passé directement à la rubrique Vite Coupe, Guillaume ? En tout cas, on va faire une transition qui aujourd'hui sera moins évidente que les autres. Non, on est toujours sur la. Pardon, non, mais excuse-moi, je voulais juste savoir où est-ce qu'on en était. Au Vietnam, mais donc on a eu l'occasion de visiter à Hanoï. Le principe, c'est que donc c'est l'hiver là-bas dans le nord du Vietnam, mais vous pouvez acheter dans la rue et dans des pépinières des arbres qui fleurissent spécifiquement à cette période de l'année et qui sont un symbole de prospérité pour toute l'année à venir. La couleur pour ce nouvel an en Chine comme au Vietnam, c'est le rouge qui est la couleur du bonheur, qui est censé en tout cas représenter le bonheur. Alors il faut savoir qu'au Vietnam, on vous l'a dit, c'est un mix, une palette de culture et de religion, mais le Tết, c'est vraiment la grande fête de l'année. C'est l'occasion de prier les ancêtres. Dans chaque maison au Vietnam, il y a une pièce qui est dédiée aux ancêtres avec un autel pour les ancêtres. C'est l'occasion d'échanger de l'argent de donner de l'argent pour les enfants ou pour les personnes âgées. C'est là aussi que les Vietnamiens prennent la majorité de leurs vacances. Et alors, le premier jour du Tết, donc aujourd'hui, c'est réservé à la famille. Donc les familles se retrouvent, fêtent ensemble, partagent des repas, discutent. Et puis, il faut savoir que la première personne qui rentre dans la maison hors de la famille est extrêmement importante puisqu'elle détermine en principe toute l'année. Donc on ne va pas laisser n'importe qui rentrer en premier dans sa maison. On va demander à une personne dont on pense qu'elle va nous porter chance ou qui a un bon background, comme on dit, un bon calibre pour apporter du bonheur, de la prospérité pour l'année à venir. Donc c'est quelque chose dont on est... Ouais, vas-y. Non, et les couleurs, t'en parlais, on a eu beaucoup d'objets, et donc c'est rouge et or qui symbolisent prospérité et bonheur, et puis les chrysanthèmes jaunes, on a vu beaucoup aussi, symbolisant la longévité. Absolument. Et donc la personne qui est idéalement attendue, je lis ça à l'instant, c'est un homme prospère, marié, ayant des enfants. On n'est pas dans le woke encore au Vietnam, alors qu'à l'inverse, une femme célibataire sans enfant n'est pas une visite convenable. Voilà, bon, ça c'est pour la petite anecdote. On pourrait revenir sur qu'est-ce qu'on mange pendant la fête du Tết. Alors il y a du riz, il y a des oignons et des choux marinés, des petits poireaux, des fruits secs qui sont rarement consommés en dehors, des produits à base de viande cuite et de noix de coco. Bref. Du riz gluant. Du riz gluant, voilà, c'est ça. Et les deux principales salutations au Vietnam sont Chúc Mừng Năm Mới, bonne année, et Kung Chuk Nam Xuan, vieux gracieux du nouveau printemps. C'est une forme on souhaite la prospérité à tout le monde. Et nous, finalement, c'est un peu ce qu'on vous souhaite pour cette année aussi, puisque je ne suis pas sûr qu'on ait eu l'occasion de vous souhaiter formellement la bonne année, mais on profite de ce nouvel an lunaire pour vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux. Voilà, meilleurs vœux, et surtout, je pense qu'on peut peut-être en profiter aussi pour vous dire pour vous féliciter ceux qui ont écouté notre dernier épisode, parce qu'on a tout à fait conscience que la qualité sonore était absolument j'ai pas osé le réécouter, très mauvaise. Et donc, voilà, désolé, voilà, on est revenu à un équipement un peu plus classique. Ça n'a pas été simple, Max a dû se battre pour remonter l'équipement, bravo Max.
Et donc, on va faire une petite transition directement, puisque dans notre dernier épisode, on vous a présenté... finalement, on passe du Vietnam au Vietnam. Oui, mais là, on est dans la rubrique vie de couple. Un petit peu d'organisation, Guillaume. Il faut être structuré. Bon, donc, dans notre précédent épisode, dont la qualité n'était pas terrible, on vous a parlé de la première partie de notre voyage au Vietnam. Donc, on vous a parlé du nord. On vous a parlé aussi du centre du pays, avec les villes de Hue et de Hoi An. Et donc, on va faire la suite de notre voyage, parce que après le centre du pays, nous sommes descendus dans le sud. Alors, première bonne nouvelle, il faisait chaud. Ah oui. C'était déjà une grosse différence. Alors, dans le centre, il faisait relativement agréable. C'était correct. Mais dans le sud, il faisait carrément chaud. Et on a vu un peu de soleil, effectivement. Mais c'est quand même la dernière semaine de ce voyage, c'était un peu la semaine de tous les extrêmes, quoi. On arrivait sur plus de chaleur. On a vu des villes fort différentes, des ambiances fort différentes. On a passé beaucoup de temps dans la voiture aussi. Voilà. Alors, donc notre dernière étape de ce voyage, c'était la ville de Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville qu'un certain nombre de Vietnamiens continuent d'appeler Saigon. Alors, notre guide nous a expliqué qu'en réalité, Saigon, c'était vraiment le cœur de la ville de Ho Chi Minh Ville, vraiment le centre historique. Donc, en principe, c'est comme ça que la distinction se fait. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on atterrit dans cette ville, dans un aéroport, en fait, qui est au cœur de la ville. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à l'époque, l'aéroport était en périphérie, mais la ville de Ho Chi Minh Ville, c'est quand même 10 millions d'habitants sur l'agglomération. Alors, quelques chiffres qui sont quand même pas inintéressants pour mettre en perspective. 10 millions d'habitants, 6 millions de scooters, 1 million de voitures, et on ne compte pas, bien sûr, les bus et les camions. Vous imaginez une circulation horrible. Et comme dit Guillaume, on a passé énormément de temps dans la voiture. On était à 20 km/h en moyenne. On a fait 2 excursions en dehors de la ville. Une excursion au tunnel de Cu Chi, qui étaient des tunnels qui ont été creusés par les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam. Une quarantaine de kilomètres au nord de... Une quarantaine, c'est pas très loin. Hein. De Ho Chi Minh, et à peu près 2h30 de voiture pour y arriver. Le temps qu'on a passé là-dedans, quoi. Après, on est dans les tunnels, on était plus à l'étroit, on continuait d'être bien entouré. C'est des tunnels qui ont donc été creusés par les résistants pendant la guerre du Vietnam, et qui font, on a vu des tunnels, ceux dans lesquels nous sommes allés font 70 cm de haut et une cinquantaine de centimètres de large. Oui, on pourra vous mettre une petite vidéo si vous voulez sur nos réseaux sociaux, mais il y a à peu près 250-300 km de tunnels dans la région de Cu Chi. Et donc, c'était vraiment la résistance. Une ville organisée sous les rizières et sous les... Assez spartiate, faut quand même le dire. Oui. Mais ils faisaient la cuisine et ils avaient des systèmes pour que la fumée ne sorte pas à l'endroit où ils étaient. Les entrées des tunnels étaient cachées, assez impressionnant, parce que on arrivait à un endroit, on voyait rien, ok. Et puis en fait, sous le tapis de feuilles, il y avait une petite entrée. Et alors, il faut pas être faut pas avoir trop mangé pour rentrer dans le tunnel. Non, puis il faut pas être claustro non plus quand même. Exactement. Surtout qu'il faut quand même voir que les tunnels dans lesquels on est rentré ont été un petit peu agrandis par rapport aux tunnels de l'époque. Donc ça donne une petite idée. Mais intéressant de voir ça. La deuxième excursion qu'on a faite à Ho Chi Minh Ville, c'est d'aller dans le delta du Mekong, qui est pas très très loin. Pareil, on est à peu près à 70 km. Et là aussi... 20 km/h, un seul pont pour y aller, vous imaginez le drame. Alors en fait, effectivement, très très peu de ponts. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait aucun pont sur les différents bras du Mekong. Il y a eu quelques ponts qui ont été construits, mais finalement, ils sont assez éloignés les uns des autres. Et donc là, pour passer notamment un gros pont, je pense qu'on a dû mettre 1h30. Voilà. Oui, on a attendu à l'aller et au retour entre 1h15 et 1h30 juste pour passer le pont, tu vois, 500 mètres, faire les derniers 500 mètres. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en principe, il y a 2 fils de chaque côté, puis après, il y a une seule file sur le pont, ce qui n'aide pas. Dans la réalité, il y a plutôt 4 fils.
parce que en fait, y compris les camions d'ailleurs, les gros semi-remorques qui transportent des conteneurs, parfois sont sur la 3e file, voire la 4e file qui est en fait la file de l'autre côté, puis on double. C'est un bordel, mais sans nom. Il se trouve en fait que dans cette région du Mékong, il y a beaucoup d'industries, d'usines qui se sont installées. Et du coup, il y a un trafic de camions qui vers la capitale, enfin vers la capitale économique, on vous l'avait dit, Ho Chi Minh Ville est la capitale économique, en fait très très important, des allers-retours. Peut-être que la période aussi n'a pas aidé parce que c'était comme c'est la fin de l'année et la préparation du Nouvel An chinois, il y a aussi beaucoup de produits qui sont transportés pour être vendus pour les fêtes, mais néanmoins une expérience un petit peu particulière. Ouais. On peut parler un petit peu de Ho Chi Minh Ville, peut-être. On peut parler rapidement de Ho Chi Minh Ville. C'est une ville qui est, c'est hyper congestionnée. C'est une ville pleine de contrastes avec des immenses buildings en verre qu'ils ont construits récemment et puis des quartiers encore plutôt, des quartiers résidentiels pas pauvres dans lesquels on n'est pas sur des contrastes aussi forts que ceux qu'on avait pu vivre à Bombay, notamment en Inde, mais on est sur une ville quand même tout à fait active avec beaucoup de bruit, d'odeurs et de lumière, un peu toujours partout. Alors, je ne sais plus si on vous a expliqué comment on traversait au Vietnam, mais là, c'est typiquement l'endroit où appliquer cette règle. Quand on traverse au Vietnam, on regarde droit devant soi, on avance, on ne ralentit pas, on n'accélère pas et on passe de l'autre côté. Alors, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même un contraste entre la ville de Hanoï, donc la capitale politique, et la ville de Ho Chi Minh, capitale économique. Ça paraît presque plus calme, Hanoï. Oui. Pourtant, quand on arrive à Hanoï, on est Alors il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, des klaxons, c'est très traditionnel de l'Asie. Mais c'est vrai que dans un sens, Ho Chi Minh paraissait encore moins accessible, entre guillemets. Il y a des flots de voitures incessants. Peut-être que la grande différence, c'est qu'il y avait plus de voitures que de scooters, là où peut-être qu'à Hanoï, la majorité du trafic, c'était quand même des scooters. Alors ça change peut-être aussi la perception. Beaucoup de voitures à Ho Chi Minh, mais une ville énorme. Moi, ça n'aura pas été mon meilleur souvenir. Cette ville de Ho Chi Minh. Non, globalement. Et puis on a. Non, enfin, c'est une ville intéressante, mais pour y passer une journée, une grosse demi-journée, une journée. Nous, on a terminé aussi juste avant de prendre l'avion pour partir par le musée de la guerre. Et il faut dire que c'est peut-être pas le musée auquel il faut aller. Bon, pour terminer, c'est un musée qui est vraiment très intéressant, mais où on trouve un certain nombre d'images très crues. Et donc pour sortir, la dernière chose qu'on fait avant de partir du Vietnam, je ne vous le conseille, je ne vous le conseille pas. Et puis voilà. Donc après, on a pris l'avion, on a atterri à Singapour. Alors là, c'est le contraste. On est passé dans un monde totalement différent. Il fait plus chaud. Il fait plus humide. On est dans une espèce de ville futuriste. On se croirait dans Star Wars. On avait une vue d'une chambre d'hôtel sur des espèces de buildings, d'immeubles d'habitation de toutes les formes, toutes les tailles. Enfin, il manquait plus que les vaisseaux spatiaux qui se baladent entre les deux. Moi, c'est la première chose que j'ai pensé. Et à côté de ça, c'est vert. Partout, il y a des arbres, des parcs, c'est impressionnant. Oui, donc c'est la ville, une des villes probablement les plus riches d'Asie. C'est du coup un contraste pour nous qui avons découvert l'Asie au travers de l'Inde, au travers du Vietnam, donc plutôt des pays en développement avec des grands contrastes de pauvreté, mais un niveau de richesse qui est quand même assez limité. Et là, Singapour, c'est quand même, c'est une ville... et surtout, on était dans la partie aussi plutôt centre de la ville, avec effectivement les buildings de business, avec... on a eu l'occasion aussi, grâce à nos amis qui habitent à Singapour, de pouvoir découvrir un peu une partie de leur réalité d'expatriés à Singapour, parce qu'il faut voir qu'il y a une vraie différence à Singapour entre les locaux, les Singapouriens et les expats, y compris d'ailleurs en termes de prix d'accès, parce que
toutes les activités à Singapour sont payantes. C'est quand même une ville assez chère. Hein. C'est une ville très chère. Voilà, donc tout était assez cher. Et donc on a eu l'occasion aussi de pouvoir voir certains aspects de la vie d'expatriés, notamment les fameux clubs, un peu à l'anglaise. Donc vous êtes membre d'un club et à l'intérieur du club, vous avez un certain nombre d'activités, de facilités. Donc on est allé voir des amis là-bas qui, c'est vrai, ont du coup un peu de moyens et nous ont montré une facette de la ville qui est très, très agréable, hein, effectivement, qu'on n'aurait probablement pas vu de nous-mêmes. C'est ça aussi qui était intéressant à faire, je pense. Alors on s'est baladé dans Singapour, on a notamment visité les jardins qui sont sur la baie de Singapour, Gardens on the Bay, qui sont assez connus, où il y a notamment des serres avec un certain nombre de plantes. On a vu la serre nuage dans la jungle, qui était vraiment assez chouette, avec beaucoup d'eau, avec des superbes plantes. On a aussi, on s'est baladé sur le bord. Il y avait un peu des structures un peu futuristes aussi. On a vu le fameux hôtel qui est avec les 3 piliers et l'espèce de bateau en hauteur, qui est assez connu sur les cartes postales ou voilà, enfin, les images de Singapour. On s'est baladé dans le vieux centre historique, qui est aussi en même temps le centre, où il y a toutes les tours des banques notamment, banques d'affaires. Le Central Business District, le quartier d'affaires, en somme. Et à côté, vous avez toutes ces petites maisons d'époque coloniale, et notamment Little India, Chinatown. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi de voir ces contrastes. Et puis, on a eu l'occasion, avant de repartir, d'aller visiter le jardin botanique de Singapour, avec notamment une partie dédiée aux orchidées, puisqu'ils développent des orchidées spécifiques, d'ailleurs qui nomment, qui attribuent des noms à des grandes personnalités politiques. Qui visitent la ville. Voilà. Mark Rutte, Greta Thunberg n'a pas encore la sienne, mais on a Mark Rutte, Barack Obama. Elle ne prend pas l'avion pour venir à Singapour. La reine Elisabeth, qui se sont fait déjà attribuer leur... Et voilà, donc très, très intéressant en tout cas. Alors on a eu très très chaud aussi dans cette journée-là, mais en tout cas une belle découverte, une ville assez fascinante, et c'est vrai du coup aussi un peu un autre monde en termes de pouvoir d'achat et de coût de la vie et tout ça. Mais si vous avez l'occasion d'aller y passer un ou deux ou 3 jours, je pense que ça vaut le coup. Après, il faut prévoir un petit budget. C'est ça. Voilà. Et peut-être, donc le retour était un petit peu plus difficile. Ouais, il a fallu gérer le retour au travail. Bon, l'avantage, c'est qu'on a tous les deux repris relativement sur les chapeaux de roue. Donc, comme ça, on a pu traiter les 200 ou 250 mails qui traînent dans la boîte. Reprendre, la vie continue. On a perdu 30 degrés. Oh là là, l'arrivée avec... c'était gris, il pleuvait. Avec 3 degrés, la pluie. C'est vrai que c'était un petit contraste. Alors, on avait prévu le coup quand même. On avait mis un pantalon, on avait mis j'avais un polo manche longue. On avait des gens dans l'avion qui... on a fait un petit atterrissage à Dubaï, donc je ne sais pas d'où ils venaient, mais en tout cas, ils étaient en short et en t-shirt. Là, c'était devait être encore plus difficile. Et donc voilà. Après, on vous avait dit, une des petites astuces qu'on essaie de mettre en place, c'est de ne pas revenir forcément le lundi matin, enfin au boulot. Donc on est retourné au boulot le mardi parce qu'on a atterri le lundi. Alors forcément, les collègues sont tous un peu confus parce qu'ils pensaient qu'on revenait le lundi, mais néanmoins, ça veut dire aussi que vous avez une semaine qui fait que 4 jours. Ça fait une petite différence aussi. Bon, pauvre Guillaume, lui, il a travaillé hier, il travaille aujourd'hui, donc c'est pas génial. Story of my life. Voilà. Voilà, donc au final, une très belle expérience, un contraste énorme entre le Vietnam et Singapour, mais on a été très heureux de pouvoir aussi faire cette coupure, d'aller à l'autre bout du monde. C'est vrai que tout ça a un impact écologique puisqu'on a pris l'avion pour aller là-bas. En même temps aussi, en discutant avec les gens qui habitent au Vietnam, avec notre guide,
On a vu aussi que le développement économique du pays était en partie dû au tourisme et que finalement les années Covid qui avaient complètement arrêté le tourisme au Vietnam avaient eu un sérieux impact en fait sur l'économie locale et beaucoup de gens en fait avaient eu des vraies difficultés pour survivre. Donc voilà, c'est vrai, l'environnement, c'est quelque chose c'est une considération importante. À prendre en compte. Il faut, voilà. Mais c'est vrai aussi que le tourisme, ça permet à ces pays de se développer et à des familles entières aussi de vivre. Voilà. Merci Max. Voilà, c'était un peu tout pour notre rubrique Vie de couple aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je trouve. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Max, tu vas juste nous faire d'ailleurs en parlant d'environnement, tu veux juste nous faire peut-être dans notre rubrique un peu rubrique coup de cœur. En tout cas, tu veux nous parler d'une évolution positive pour l'environnement et la soutenabilité. Et oui, depuis le 1er janvier 2023, vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a une nouvelle loi en France qui interdit l'utilisation du plastique, de la vaisselle jetable dans la restauration en France. Et c'est une vraie révolution, en particulier pour la restauration rapide, les fameux fast-food, qui par définition sont de grands consommateurs de vaisselle jetable, d'emballage jetable et tout ça. Donc c'est même un élément essentiel de leur business model. Et il se trouve que il a été calculé que les enseignes de restauration rapide servent 6 milliards de repas par an dans à peu près 30 000 points de vente en France, ce qui génère 180 000 tonnes de déchets chaque année. Donc vraiment assez important. Et donc cette loi anti-gaspillage qui est entrée en vigueur au 1er janvier va contribuer à l'objectif de mettre fin au plastique à usage unique d'ici 2040. Vous vous souvenez, on avait déjà eu l'histoire des pailles qui ne pouvaient plus être en plastique. Donc en fait, il y a un certain nombre de législations, de lois qui progressivement vont couvrir les différents domaines et les différents types d'utilisation du plastique. L'objectif, avec cette loi, du coup, on a un changement de modèle pour ces chaînes de fast-food qui, jusqu'ici, utilisaient à profusion emballage et vaisselle jetable. L'utilisation de vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servies à table, qu'il s'agisse de gobelets, couvercles, assiettes, récipients ou couverts, a eu en fait pour conséquence la nécessité de repenser le fonctionnement de la restauration rapide, avec par exemple le recrutement de personnel pour faire la vaisselle, ce qu'ils n'avaient pas, de matériel, de vaisselle réutilisable, les commandes, la cuisine, et puis finalement toute l'organisation ont dû être revues. Alors l'entrée en vigueur de la loi a nécessité du coup plusieurs mois de préparation et au 1er janvier, en fait, tout le monde n'était pas complètement prêt, donc on s'attend à ce qu'il y ait encore quelques mois d'ajustement. Le défi le plus important pour ces enseignes sera aussi de changer les habitudes de leurs clients, et notamment les plus jeunes, qui ont l'habitude de jeter le contenu de son plateau. Et en fait, cette habitude, elle est un peu tenace. Alors, ça, c'est bien sûr, cette évolution, c'est la théorie. Dans la pratique, un certain nombre de restaurants n'étaient pas prêts au 1er janvier. Il y a des considérations très pratiques parce que finalement, vous imaginez bien que dans ces fast-foods, l'organisation de l'espace a été vraiment pensée au millimètre. Et donc, finalement, intégrer un lave-vaisselle industriel, intégrer des espaces pour que le personnel qui s'occupe de ces matériels, entreposer ce matériel et tout ça, ça demande par exemple de faire des travaux. Et même si on peut se féliciter de cette évolution, ici en Belgique par exemple on n'a pas cette loi, on peut aussi regretter que la loi soit incomplète puisque je l'ai dit, l'obligation d'utiliser de la vaisselle réutilisable s'applique que pour les consommations prises sur place. Et la vente à emporter, elle constitue à peu près 70% du chiffre d'affaires de certains établissements. Donc des quantités importantes d'emballage à usage unique vont continuer à être proposées. Jusqu'à ce qu'on ait une interdiction qui concerne également la vente à emporter. Pas de date fixée à ce stade, mais certaines enseignes s'y préparent déjà. Alors forcément, ça devra passer par des systèmes de consigne, parce que, je l'ai dit, 70% c'est de la vente à emporter. Voilà, donc et certaines enseignes ont déjà eu des situations un peu surprenantes, comme McDo qui a été un des premiers à mettre en place cette vaisselle réutilisable, mais qui s'est retrouvé à court de vaisselle réutilisable puisque les gens partaient avec à la maison. Ouais, ça c'est sûr. Il va falloir trouver des solutions, c'est sûr.
Voilà. Alors, bon, il y a aussi des aides. Il y a un fonds de 50 millions d'euros par an qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique en France pour aider au déploiement des premières solutions d'emballage réemployables dès cette année. Bon, voilà, c'est une bonne évolution, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Merci Max, ben voilà, ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Retour sur un épisode un peu plus traditionnel après notre petit écart d'il y a 2 semaines. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, ça nous a fait très plaisir. On espère que ça vous a plu. Si le podcast vous plaît, on n'hésite pas à vous le redire. Faites-le découvrir autour de vous. Partagez. Mettez-nous une petite note, un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Vous pouvez nous mettre aussi un like sur YouTube ou sur Twitter, un petit pouce bleu sur Facebook. Et voilà, le podcast reste diffusé donc le lundi tous les 15 jours. Ou le dimanche soir pour les plus pressés. D'ici au prochain épisode, on vous souhaite une très belle semaine. 2 très belles semaines. On vous embrasse. Et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.